Bonjour, bienvenue, on est le mercredi 20, pas du tout, le 2 novembre 2022. Nous allons chez Tela Botanica rapidement pourquoi? Pour regarder un petit peu les news, n'est-ce pas? Il y a 2 jours, petite histoire de l'art botanique, bien sûr, les super pouvoirs des plantes, bien sûr. On va commencer par les super pouvoirs des plantes. Oui, Lorcan, vous profitez, je comprends. Super pouvoir des plantes, on en a déjà parlé. Je me demande si c'était pas lundi. Bah si, 31 octobre. Ah oui, c'est ça. France 5 diffuse une série de 5 reportages sur les super pouvoirs des plantes à regarder en ligne sur son site internet. France 5, évidemment. Qu'est-ce qu'il... Mon Dieu Canouche, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout en pleurs. Épisode 1, les forêts tropicales. Hein, la planète bleue est aussi une planète verte, ça on l'avait vu. Les autres épisodes des super pouvoirs des plantes, donc le premier sur les, sur les forêts tropicales, le second sur les lacs et rivières, le troisième au rythme des saisons, quatrième désert et plaine aride, et le cinquième nos meilleurs alliés, donc évidemment les plantes en général. Ah, Ganouche qui se dédouane et qui dit « Je suis pas là le dimanche soir. C'est pas moi, je suis pas là, je suis au cinéma. » D'accord. Donc on va les jeter un œil rapidement, mais on l'a déjà vu, hein, on arrive sur le site de France.tv, n'est-ce pas? Il faut se créer un compte, ce que je n'ai toujours pas fait depuis lundi, et vous avez accès au reportage qui dure 49 minutes à chaque fois, donc 5 heures d'émission sur les super pouvoirs des plantes. Je n'ai pas pris le temps d'aller jeter un œil, mais étant donné que c'est France 5, je crois qu'on peut y aller les yeux fermés. Ok, autre actualité, petite histoire de l'art botanique. Est-ce qu'on se lit ça? C'est rapide. Oh. C'est long et c'est rapide à la fois. C'est super long. En résumé, bonjour, on fait les feignants. La botanique reste une discipline scientifique, mais qui s'est alliée à l'art par l'évolution esthétique de la représentation des herbiers constitués par les botanistes. Dans le cadre de la peinture, certains artistes aiment prendre des libertés et laisser parler leur créativité plutôt que de respecter la rigueur toute scientifique de la botanique. Oh. La nature et les végétaux qu'elle contient sont des œuvres d'art à part entière, où l'on peut trouver de quoi satisfaire les botanistes et les artistes. Ils regardent la même chose, mais de manière différente. Ah, très bien. Ça a l'air très intéressant. Donc, petit billet d'avis par Valérie Richarme, je ne sais pas qui c'est, qui propose son point de vue sur l'histoire de l'art botanique comme un regard que se pose l'auteur sur le sujet. Comment ça? Elle propose son point de vue comme un regard? Bah évidemment. Bref. Alors, on a fait le résumé, on va faire l'intro, vous irez lire l'essentiel si vous avez envie. L'art, la plupart du temps, se définit comme un ensemble d'œuvres destinées à toucher les sens et les émotions d'un public. Le domaine de l'art est très étendu. Cela va de la sculpture au cinéma, à la photo. Ah tiens, j'ai pas changé le titre de la chronique. Donc l'art est très étendu, de la sculpture au cinéma, la photo, le street art, l'architecture. La botanique, quant à elle, se définit comme l'étude scientifique des végétaux. Jusqu'ici, on est d'accord. Ces deux... J'ai fait n'importe quoi. Ces deux entités semblent très éloignées l'une de l'autre. Cependant, elles peuvent être conciliables à certains moments. Ah bon? Parce qu'il y a des moments, elles sont... Voilà, c'est mieux. Irréconciliables? Pensez-vous. Un peu d'histoire botanique nous permettra d'y voir un peu plus clair. Nous nous limiterons seulement à l'Europe et au bassin méditerranéen, car l'approche artistique et la représentation des plantes est abordée de manière différente selon les cultures et les continents. Du coup, après, développement, l'Antiquité... Ah bon? Incroyable. Le Moyen-Âge, l'époque moderne... Et c'est tout. D'accord. Je suis très intéressé par l'art et la botanique, mais là, j'ai pas envie. Ça m'a l'air très... en plus, c'est un point de vue, quoi. Et un point de vue reste un point de vue. Hommes et plantes, on avait dit très très spécialisé. Plantes traditionnelles, on l'avait vu le livre numérique. Et on arrivait évidemment au vu sur la toile. Et le reste, on l'avait vu aussi. Donc le vu sur la toile, on peut aller jeter un œil. Mais il me semblait qu'il y avait des choses qui me... Voilà. On n'est pas sur des sujets très joyeux.
quitte à pas être sur des sujets très joyeux, allons voir Reporter. Ils vont me chauffer, ça va me faire du bien. Alors qu'est-ce que c'est Reporter? Sous-titré Le média de l'écologie. Ah oui, carrément, quoi. On en est là. Reporter est un média indépendant dédié à l'écologie sous toutes ses formes. Le journal est géré par une association d'intérêt général à but non lucratif et n'a donc pas d'actionnaire. Il emploie une équipe de journalistes professionnels et de nombreux contributeurs. Ouais. Le journal est en accès libre, sans publicité et financé à 97% par les dons de ses lecteurs. Voilà, la rédaction est basée à Paris. Et pourquoi je dis qu'ils vont me chauffer? Parce que c'est un média qui est engagé, je trouve, de mon point de vue. C'est totalement personnel. Et du coup, ils font des titres du style « La mortalité des arbres dans les forêts a augmenté de 54% en 10 ans ». Alors voyons de quoi ils parlent. Sécheresse printanière, canicule et violents incendies de l'été. Ouais, ça va. Pardon. Qu'est-ce que je disais? Donc sécheresse, canicule et incendie, en 2022, les épisodes climatiques extrêmes ont meurtri plus de 70 000 hectares de forêt française. C'est vrai. Dans son état des lieux annuel, l'Institut national de l'information géographique et forestière IGN révèle un accroissement de 54% de la mortalité des arbres sur la dernière décennie. Alors, allons voir ça. C'est très sympa, reporter, mais état des lieux annuel, ça veut dire quoi? On parle du memento? Parce que là, on arrive juste sur la page de l'IGN. Bon. Salut Lorcan. Allez, go boulot, bon live et bonne journée. Eh bien écoute, merci d'être passé dans le coin, Lorcan. Pourquoi on n'a plus de son? Bah, c'est très, très discret. D'accord. Merci d'être passé dans le coin et puis bonne journée à toi aussi. Au plaisir de te relire bientôt. D'accord, bah, je ne sais pas de quoi il parle. C'était dans le memento? Le memento. Et ensuite on tape mortalité. Alors. Non. 39 fois ils disent le mot mortalité. Ah. Attendez, c'était là. Je l'ai vu. Ah non, mais non. Il a cliqué sur la mauvaise. La mauvaise flèche. On était où? Enfin, cette édition donc, du memento de l'ONF, qui est... de l'ONF, pardon, de l'IGN, Institut Géographique National, on en a parlé lundi, qui est chargé, entre autres, de l'inventaire forestier national, et qui, à la fin de son édito, dit... cette édition, donc le memento 2022, met en lumière une augmentation significative de la mortalité des arbres. Certes, le flux annuel de la mortalité, qui équivaut à 0,4% du bois, a augmenté de plus de 50% entre 2005 et 2013 et 2012 et 2020. D'accord. Les facteurs sont nombreux, sécheresse, canicule, insectes, champignons, bactéries, et leurs parts de responsabilité respectives ne sont pas connues. Très bien. Est-ce qu'ils en parlent ailleurs? Bois mort sur pied, bois mort au sol, la mortalité des arbres, page 36. Let's go, la page 36. Ah ben, elle n'existe pas, il n'y a que 35 pages. Mais non, mais c'est une blague. Et pourquoi? Mais il y a 2 pages par... Ah bon? Ah oui, il y a 2 pages, d'accord, ok, il y a 2 pages par page. 36. La mortalité des arbres, très bien. Répartition de la mortalité sur la période 2012-2020. Ouais. En France métropolitaine, la mortalité annuelle s'élève en moyenne à 11 millions de mètres cubes par an. Sur les 10 dernières années, bien sûr. Enfin, les 8 dernières années. Avec une incertitude statistique, blablabla, la mortalité tend à augmenter ces dernières années. Elle était de 7 millions de mètres cubes par an entre 2005 et 2013. Et elle est en hausse de 54%. Ah bah oui, puisque c'est 11 millions de mètres cubes aujourd'hui, enfin sur les 8 dernières années. Notamment dû aux crises sanitaires liées à des conditions climatiques à la fois difficiles pour les arbres et propices aux insectes xylophages.
La mortalité annuelle représente en moyenne 0,4% du volume total de bois vivant sur pied et affecte les essences et les régions de façon très différente. Ce sujet, et plus particulièrement le cas du frêne, du châtaignier et de l'épicéa commun, est abordé dans le numéro 47 du magazine de l'IGN, évidemment. Calmez-vous, la musique épique. Du coup, pourquoi le frêne, le châtaignier et l'épicéa commun? Le frêne, parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la calarose, qui depuis les années 2000 progresse petit à petit et fait mourir énormément d'arbres. Le châtaignier, parce qu'il y a plusieurs maladies, mais en particulier l'encre du châtaignier, qui, combinée au réchauffement climatique, fait des dégâts absolument incroyables dans les peuplements de châtaigniers. Et l'épicéa commun, parce qu'il est extrêmement sensible au réchauffement climatique et en plus au scolyte, qui est favorisé par le réchauffement climatique. Donc là, on a 3 essences emblématiques, on va dire, qui souffrent depuis au moins 20 ans en France en raison du changement climatique d'une part, mais aussi d'autres causes qui viennent se fixer dessus. Du coup, voilà pourquoi je m'énerve un peu contre un reporter. Vous voyez, le titre putaclic. La mortalité des arbres dans les forêts a augmenté de 54% en 10 ans. Tu lis ça, tu te dis c'est scandaleux, parce que ce que ton cerveau comprend, c'est la moitié des arbres meurent, ok? Il y a plus de la moitié des arbres qui sont morts en 10 ans. C'est ça qu'on comprend immédiatement. Mais en fait, il faut aller chercher le diable dans les détails. Donc, certes, la mortalité est en augmentation, mais ça ne représente que 0,4% des arbres qu'on a en France. Ça va? Ça va? Non? Ça va pas? Je sais pas, moi je dis ça va. Bref, lisons reporter. Cette hausse est liée à la récurrence d'épisodes de sécheresse et de conditions climatiques à la fois difficiles pour les arbres et propices aux insectes xylophages. Alors, les scolytes, ouais, j'ai envie d'être pinailleur avec eux, mais au possible, quoi. Quand on se dit c'est quoi? Média de l'écologie, il faut être précis. Les insectes dont on parle là ne sont pas des xylophages, ce sont des cambiophages. C'est tout à fait différent. Pourquoi c'est différent? Je m'énerve parce que les xylophages, ça veut dire que ça mange du bois. Et les cambiophages, ça veut dire que ça mange du cambium. Le cambium étant le terme technique pour parler des tissus qui sont vivants entre l'écorce et le bois. Donc, si un arbre est attaqué dans son bois, c'est-à-dire en profondeur, ça peut ne pas être trop grave. Vous avez vu des arbres creux, vous savez, où il reste que le pourtour, l'intérieur est totalement creux et pourtant l'arbre est toujours vivant. Par contre, un insecte qui s'attaque au cambium, très rapidement, en fait, il va mettre en péril l'arbre parce qu'il s'attaque à la zone vivante du bois, là où circule la sève. Petit détail qui a son importance. Le châtaignier et le frêne sont les essences les plus affectées par cette surmortalité avec l'épicéa commun. Dans les Ardennes, les spécimens de celui-ci tombent par milliers sous les attaques d'un petit coléoptère appelé scolyte typographe. Depuis plus d'un siècle, la surface de la forêt ne cesse pourtant d'augmenter. Donc ça, on l'avait vu lundi avec le Memento. En 1908, elle couvrait 20% du territoire français métropolitain. Aujourd'hui, elle en occupe, on va dire un tiers, avec 17 millions d'hectares qui sont boisés en France. Ainsi, seuls 5 départements ont un taux de boisement inférieur à 10%. Bonjour la Manche, bonjour la Vendée, la Mayenne, le Pas-de-Calais et les Deux-Sèvres. 10%, c'est déjà très bien. Dans 47% de la superficie... Ah oui. 47% de la superficie forestière, c'est-à-dire presque la moitié de nos forêts sont composées... comment la phrase est tournée? Sont composées d'une essence dominante... Dans plus de la moitié des cas, donc dans plus de la moitié des cas, nos forêts sont composées avec une essence qui occupe 3/4 de l'étage dominant. Voilà. C'est une manière très compliquée de dire que... non, c'est une phrase très compliquée. Dans plus de la moitié de nos forêts, une essence est dominante sur le reste des essences. Ah, je galère. On parle alors de peuplement monospécifique. Non. 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 Si une essence d'arbre occupe plus de 75% du couvert à l'étage dominant, à partir du moment où il y a une autre essence d'arbre, ne serait-ce que 25%, on n'est plus sur un peuplement monospécifique, puisqu'il y en a au moins 2. En baisse par rapport à 2017, ce chiffre traduit la tendance à l'augmentation de la diversité des peuplements. Oh là là.
Au niveau régional, les forêts du nord-est de la France et du Massif central sont plus diversifiées, à l'opposé du Massif landais, presque exclusivement habité par les pins maritimes. Oh, ce passage est extrêmement compliqué. Comment voulez-vous que moi, qui suis forestier, et j'ai du mal à... Bah, peut-être que je suis mal réveillé, vous allez me dire, mais qui ai du mal à comprendre ça, comment voulez-vous que ça soit bien compris par des gens qui n'ont pas le pif dans la forêt? Toutes ces données établies par les chercheurs de l'IGN... Il y a des chercheurs à l'IGN? IGN, métier recherche, ça existe? 15 métiers au cœur de l'information géographique. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ils listent pas les métiers. Collecter, traiter, analyser et diffuser des données géographiques. Très bien. Ah, découvrir le jeu Géo. Quoi? Mais au secours, je veux jouer, moi. Mais c'est moi qui suis mal réveillé ce matin ou c'est vraiment de ces sites... Ah, bah voilà, jeu et livret d'activité. Télécharger le jeu à imprimer. Ah, mais au secours. Le jeu des 7 familles dédié à la géomatique. Qu'est-ce que c'est la géomatique? C'est la cartographie appliquée à l'informatique. Voilà, tout simplement. Secours. Ça fait quoi quand on clique là-dessus? Alors, acteur de terrain, enseignant-chercheur, ingénieur, data scientist. Ouais, c'est ça, ouais. Développeur, technicien. Voilà, c'est ça. Ah oui, ils ont un laboratoire de recherche. D'accord. Laboratoire de l'inventaire forestier. Autant pour moi. Bon, bah, ceci étant fait. Donc on continue. On est où? Toutes ces données établies par les chercheurs de l'IGN sont essentiellement pour mesurer l'évolution des forêts et leur rôle, notamment ceux du piégeage du carbone et du réservoir de biodiversité. Ah, ça s'arrête là? Ah bon? Une petite conclusion, non? Ah non, c'est fais-toi ta propre idée, quoi. Bon ben voilà, je suis extrêmement déçu de la faible qualité, n'est-ce pas, de ce reportage de reporter. Un titre putaclic, des phrases extrêmement alambiquées, peu de volonté de vulgariser ce qui est dit à travers des chiffres. Ah bah oui, surtout quand on dit que 47% des 75% des 3% des peuplements... Bref, bah c'était reporter. Voilà, je les aime pas, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être tort. Si vous faites partie de reporter, n'hésitez pas à venir m'expliquer pourquoi j'ai tort. Il y en avait un autre, crise de l'énergie. Ah oui, non, mais bon. Hyperion, on l'avait vu. Le millepertuis, on l'avait pas vu. Le millepertuis, tiens, on va aller faire ça. Quelle heure est-il? Très bien, 8h-20h. Il faut pas oublier à la fin du live, hein, à la fin de l'heure, là, juste avant la pause, de se prendre 5 minutes pour regarder la vidéo du gras, bien sûr. Alors c'était le millepertuis ou Charles-Marie Flao, d'accord. Plante sauvage, on l'avait vu. Ça, on l'avait vu ou pas? Ah, c'est très très long, mais ça a l'air très très bien. Incroyable, un article de 8 minutes qui est très long et qui a l'air très bien. Eh bien alors, essayons. Alors, c'était quoi l'idée? Comment améliorer la résilience des plantes face à la sécheresse par 20 minutes? Changement climatique. Découvrez chaque jour une analyse de notre partenaire The Conversation. Ah ben c'est pour ça que c'est très long et très très bien. Ce lundi, des universitaires explorent cette problématique à travers l'exemple des agrumes. Donc la problématique de l'amélioration de la résilience des plantes face à la sécheresse. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est la capacité à revenir à un état initial. Alors la résistance, c'est je te mets un coup de poing, tu bouges pas. La résilience, c'est je te mets un coup de poing, tu tombes, mais tu te relèves. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc les épisodes de sécheresse sont des contraintes majeures pour les productions agricoles telles que celle des agrumes. Une équipe spécialisée en biochimie et biologie moléculaire, bien sûr la biologie, dans le domaine du végétal, s'est donc focalisée sur l'étude et l'exploitation d'un panel de paramètres impliqués dans la réponse des plantes à leur environnement. Cette analyse a été menée par Radia Lourkisti, restons zen, hein, enseignante chercheuse en biochimie et physiologie végétale. Et Jérémy Santini, maître de conférences en biochimie et biologie moléculaire.
Calmez-vous, taisez-vous. Le changement climatique est caractérisé par des événements extrêmes qui ne font qu'augmenter en fréquence et en intensité partout dans le monde. Bien sûr, le bassin méditerranéen, par exemple, est classé parmi les hotspots du changement climatique, où les épisodes de sécheresse sont les contraintes majeures pour les productions agricoles telles que les agrumes. Première région agrumicole française, la Corse est réputée pour sa production de qualité. Les perturbations climatiques, toujours plus fréquentes et intenses, exigent de développer des stratégies pour sélectionner des variétés adaptées à un climat plus contraint et qui répondraient également aux attentes du marché, évidemment. Si on essaye de vous faire bouffer des agrumes que vous ne voulez pas, évidemment vous n'en voudrez pas. Les plantes n'ont pas d'autre moyen que de subir les assauts des perturbations du climat. Elles doivent s'adapter sous peine de disparaître. Quels moyens mettent-elles en œuvre pour développer leur tolérance à des contraintes environnementales? Pourquoi certaines plantes sont-elles plus sensibles que d'autres? Pourquoi? Non. Comprendre les mécanismes impliqués dans la tolérance au stress permettrait d'optimiser la sélection des variétés de fruits afin de pérenniser les productions. Une plante peut être confrontée à différents types de stress au cours de sa vie. Le stress biotique, induit par des organismes vivants, des parasites, des ravageurs, se distingue des stress abiotiques qui, eux, sont le fruit de perturbations climatiques. Sécheresse, température extrême, carence en nutriments. Alors, déjà je commence. Biotique, c'est ce qui est vivant, donc parasites, ravageurs, c'est des bactéries, c'est des champignons, c'est des virus. Abiotique, c'est tout ce qui n'est pas vivant, donc c'est non seulement le climat, mais également, par exemple, ce qui se passe dans le sol ou le régime hydrique, donc la manière dont l'eau va se comporter, à la fois donc d'un point de vue climatique, est-ce qu'il pleut ou pas souvent, et ensuite, est-ce que cette eau elle a tendance à stagner, à ruisseler, à lessiver le sol, voilà. Donc tout ça, ça fait partie des facteurs abiotiques qui peuvent induire du stress. Il n'y a pas que le climat dans les facteurs abiotiques. On la refait. Que se passe-t-il concrètement dans la plante lorsqu'elle perçoit ce signal de stress? En conditions climatiques optimales, la plante s'alimente en nutriments et en eau qui sont transportés des racines aux feuilles. Ces dernières sont le lieu de la photosynthèse, processus indispensable à la croissance végétale, qui permet d'utiliser l'énergie du soleil, le CO2 et l'eau captée pour produire des sucres et dégager de l'oxygène. Pas que, mais quand même. Ces flux de gaz sont contrôlés par des cellules spécialisées situées à la surface des feuilles appelées les stomates. Et si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez qu'on parle de temps en temps des stomates. Elles agissent, ces stomates, ils agissent d'ailleurs. Ah non, des cellules spécialisées, autant pour moi. Elles agissent comme de véritables portes d'entrée et de sortie des gaz et permettent également à la plante de transpirer pour réguler sa température. Le déroulement correct de la photosynthèse permet de plus de maintenir un équilibre entre l'énergie lumineuse captée et celle utilisée pour la production de sucre. En condition de stress environnemental, la première réponse de la plante va être de fermer ses stomates pour limiter les pertes en eau. Alors ça, c'est un stress environnemental basé sur la perte de l'eau, donc sécheresse, voilà. Il peut y avoir beaucoup d'autres stress environnementaux, comme par exemple le gel, et là pour le coup, les stomates ils vont pas se fermer, me semble-t-il. Du coup, les stomates fermés, ça limite la perte en eau, mais cela ralentit également l'entrée du CO2, puisque les stomates, c'est par là que la plante transpire, mais également respire. La photosynthèse est alors perturbée, tout comme les flux entre les racines et les feuilles, diminuant ainsi la croissance végétale. Bref, notre plante elle se met en apnée, et lorsque vous êtes en apnée, c'est pas le moment de courir en 100 mètres, on va dire. La perturbation de la photosynthèse entraîne un stress oxydant qui traduit un déséquilibre entre la quantité de radicaux libres, je sais pas ce que c'est, j'aurais pas dû cliquer. Ah, ça renvoie sur un autre article, pas de définition, d'accord. Du coup, un déséquilibre entre les radicaux libres et les antioxydants. L'accumulation des premiers, c'est-à-dire les radicaux libres, est particulièrement néfaste pour les cellules et peut mener à la mort de la plante. Ces dommages sont le plus souvent irréversibles. Les seconds, donc les antioxydants, représentent la ligne de défense majeure face à des espèces nocives et pour limiter les dommages. Dû à des attaques extérieures, je suppose. L'efficacité de ces mécanismes peut varier selon l'espèce de la plante, le type de stress subi ou encore son intensité.
C'est dans ce contexte que notre équipe, spécialisée en biochimie et biologie moléculaire du végétal, s'est focalisée sur l'étude et l'exploitation d'un panel de paramètres impliqués dans la réponse des plantes à leur environnement. Ah ben je me suis trompé de bouton, vous m'avez entendu tousser, bravo. Donc là, quelques photos microscope électronique, je suppose. On a une petite échelle, pour qu'on ne voit pas. Voilà, on a une petite échelle, 50 micromètres à gauche, 10 micromètres à droite. C'est pour vous dire, les stomates qui sont présents sur la feuille, c'est les petits trous qu'on voit sur la photo de gauche. Et à droite, vous avez une photo de stomates en très gros plan. Donc on voit bien à l'intérieur qu'il y a deux parois et au centre une bande noire verticale. Les deux parois, c'est les deux parois. Donc je vous mime souvent quelque chose comme ça là, en vous disant imaginez-vous une cellule qui est capable de se refermer sur elle-même. Eh bien les parois qu'on voit à l'intérieur, ce sont les parois des deux cellules qui forment ce trou. Ah, sur des feuilles d'agrumes, évidemment. Ah, au microscope électronique à transmission, c'était marqué dessous. Donc, sélectionner des variétés adaptées au changement climatique. Les programmes d'amélioration des agrumes en Corse se sont intéressés notamment à la création de variétés dites polyploïdes, qui pourraient répondre aux enjeux climatiques et économiques. Un organisme polyploïde possède plus de 2 jeux de chromosomes. Il y a des fois, c'est intéressant de savoir construire les phrases quand même. A l'inverse des agrumes les plus courants, qui comme l'homme, l'homme, ce fameux agrume, sont diploïdes, c'est-à-dire que leurs chromosomes sont assemblés par paires. Notre espèce a ainsi 23 paires de chromosomes. Pourquoi s'intéresser spécifiquement aux polyploïdes? Il a été mis en évidence que beaucoup d'espèces végétales sont naturellement présentes dans des zones climatiques extrêmes, comme les déserts ou à très haute altitude. Cette particularité serait liée à des caractéristiques morphologiques et physiologiques originales, des stomates moins denses, ce qui limite leur perte en eau, un gigantisme des organes pouvant renforcer la vigueur des arbres. Cela leur permet d'être mieux adaptés à un environnement défavorable. Les agrumes étant multipliés par greffage, les premières études se sont d'abord focalisées sur l'utilisation de la tétraploïdie, 4 paires de chromosomes, au niveau des porte-greffes. Cette stratégie s'est avérée efficace pour renforcer leur tolérance à des conditions défavorables, telles que les basses températures hivernales ou encore la carence nutritionnelle. Récemment, les travaux que nous avons menés en collaboration avec l'INRAE de San Giuliano se sont portés sur la tolérance à la sécheresse de nouvelles variétés de mandarines triploïdes. Possédant 3 jeux de chromosomes, ces variétés ont l'avantage d'être stériles. Et donc de produire des fruits dépourvus de pépins. Super! Principale caractéristique prisée des consommateurs. Non mais... Vous vous rendez compte que c'est complètement dingue. Enfin, si vous aimez les... si vous aimez les fruits sans pépins, mangez des fruits à noyaux, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais est-ce que c'est vraiment bien le... Est-ce que c'est vraiment bien légitime de se dire le consommateur n'aime pas les pépins, du coup on va créer des variétés stériles? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Notre objectif a donc été de savoir si ces nouvelles variétés pourraient également faire montre d'une meilleure faculté d'adaptation aux contraintes environnementales. Oui, en effet, la bonne excuse. Non mais vous comprenez, on fait ça parce que les gens, ils aiment ça. Oui, mais comment dire? Bref, j'ai pas d'exemple là, enfin si j'ai des exemples mais sacrément dégueulasses, donc bon bref. Afin d'évaluer la tolérance à la sécheresse des variétés triploïdes sélectionnées, nous avons mené une expérimentation de déficit hydrique en serre afin de contrôler au mieux les conditions de culture. La population analysée était composée d'une dizaine de variétés triploïdes, auxquelles se sont ajoutées des variétés diploïdes issues du même croisement pour pouvoir mettre en évidence un éventuel comportement différentiel. Bref, ils ont fait des croisements, ils ont eu des variétés à 3 chromosomes, enfin à 3 paires de chromosomes, d'autres à 2 paires de chromosomes, et ils ont mis en place une expérimentation pour voir si ça se comportait différemment face à un déficit hydrique. L'expérimentation a été menée sur une période courte, 6 jours, sur des plants en pot, afin de les soumettre à 2 types d'apports d'eau. Un groupe a été irrigué de manière optimale, tandis que le second a été soumis à une irrigation diminuée de près de 70%. À la fin de l'expérimentation, l'irrigation optimale a été rétablie pour le bloc testé afin d'évaluer sa capacité de récupération. Donc c'est bien ça, hein, l'idée dont on parle depuis le début, c'est la résilience, merci, c'est la capacité de retour à un état initial. Donc l'eau est apportée, enfin le plant grandit, il y a de l'eau,
On le met en phase de test, on le prive d'eau. Quelques jours après, on lui remet de l'eau comme d'habitude. Et on voit s'il y a eu des séquelles, d'une certaine manière, de cette privation d'eau. Ou si il arrive à récupérer notre plan. Hein, est-ce que notre plan arrive à récupérer l'essentiel de ses fonctions? L'analyse de la réponse à ce déficit hydrique s'appuie sur une diversité de paramètres pertinents pour évaluer la tolérance au stress chez les végétaux. L'analyse physiologique est effectuée in vivo, donc sur le terrain, et regroupe entre autres les mesures de la photosynthèse, du degré d'ouverture des stomates ou encore du niveau de transpiration des feuilles. Oh. L'étude morphologique in vitro, donc en laboratoire, permet d'obtenir un aperçu en 3 dimensions de l'état général des cellules composant les feuilles, en particulier les stomates. D'accord. L'impact du stress sur les composants des cellules peut également être analysé en profondeur par le biais de la microscopie électronique à transmission. D'accord. Et enfin, des mesures biochimiques sont réalisées en laboratoire et sont liées aux teneurs en espèces réactives de l'oxygène, à des biomarqueurs des dommages cellulaires, mais également à des taux de molécules et des enzymes antioxydants. En gros, on mesure la physiologie, on va dire, externe. Ah ben non, c'est aussi interne. Les mesures de la photosynthèse, l'ouverture des stomates, la transpiration des feuilles. Et en laboratoire, on va aller grignoter un petit peu, enfin on va aller creuser dans la plante pour voir s'il y a eu un impact sur les cellules et s'il y a eu un impact sur la production d'enzymes. On va faire ça de manière simple. Les premiers résultats ont mis en évidence que plusieurs variétés triploïdes étaient plus tolérantes au déficit hydrique, notamment du fait d'une meilleure gestion de l'eau, leur permettant d'éviter le flétrissement de leurs feuilles. Néanmoins, les résultats les plus notables a été leur capacité de récupération après un manque d'eau. En effet, certaines espèces, non, certains individus, de quoi ils parlent? C'est quoi certaines? Certaines variétés, autant pour moi. En effet, certaines variétés qui présentaient une réponse au déficit hydrique similaire à des variétés diploïdes ont rétabli plus efficacement leur capacité photosynthétique et leur système de défense antioxydant. D'accord. Donc même chez les triploïdes qui ont le moins bien récupéré, on va dire, c'est-à-dire qu'elles ont récupéré aussi mal que les variétés diploïdes, eh bien on s'est rendu compte qu'elles ont quand même... C'était quoi? Ah oui, elles ont quand même rétabli de manière plus efficace les capacités de photosynthèse et leur système de défense. Pas mal. Cet avantage a pu être expliqué par des modifications de structure dues à la polyploïdie et observées au microscope. Par exemple, ces variétés possédaient plus d'organites cellulaires comme les chloroplastes, donc on va dire des cellules qui sont capables de capter la lumière, ou encore des réserves de sucre supérieures. D'accord. Donc l'image chloroplaste, voilà, la cellule qui permet de faire la photosynthèse. On n'a plus de musique? Ça y est, c'est les grèves? Ah bah oui, c'est la grève. Ah bon, on repart au début, je crois. Qu'importe. Du coup, oui, ces cellules de chloroplastes qui sont capables de faire la photosynthèse. À gauche, on voit qu'elles sont endommagées et vidées de leur réserve d'amidon. Bref, on dirait une outre toute vide. Alors qu'à droite, hein, elles sont toutes gonflées et remplies du coup de réserves d'amidon. Donc à droite, c'est notre variété triploïde. À gauche, c'est notre variété diploïde. Excusez-moi. Et du coup, on voit qu'à droite, ça va mieux, et à gauche, ça, c'est des cellules qui ont souffert et qui ne peuvent plus remplir leur rôle de réserve d'amidon, et c'est tout, de réserve d'amidon. Ok. Enfin, les observations microscopiques ont également révélé qu'elles présentaient beaucoup moins de dommages cellulaires grâce à un système de défense antioxydant plus performant. D'accord. La sélection représente ainsi un véritable levier pour maintenir une agriculture performante dans un contexte climatique de plus en plus changeant. Et ces études menées sur la polyploïdie permettent de comprendre comment certaines variétés peuvent s'adapter ou être plus résilientes aux contraintes climatiques par les modifications évidemment génétiques, morphologiques et biochimiques.
la pérennisation de la production d'agrumes avec des variétés alliant résistance aux stress environnementaux et caractéristiques organoleptiques. Pardon. J'ai une bubule qui passe pas alors que je bois pas des bubules. Donc la pérennisation de la production d'agrumes avec des variétés alliant résistance aux stress environnementaux et caractéristiques organoleptiques, pomologiques et avec un rendement fruitier satisfaisant sont un enjeu fondamental pour répondre aux attentes du marché du fruit frais. D'accord, donc l'avenir du fruit frais est dans la polyploïdie, donc des fruits qui auront plusieurs paires de chromosomes. D'accord, pourquoi pas. Écoutez, quelle heure est-il? 8h39. Est-ce que ça serait pas l'heure d'aller se voir une petite vidéo? Hein? Le gras, c'est la vie. Les herpétos fantastiques. Bam! On était à quel numéro? Quoi? Sorti le 30 octobre. Eh ben c'est bon. Mais oui, mais voir sur YouTube. Non? On n'a pas le droit. Très bien. Alors, petit rappel... Ah, ça sent le champignon, non, quoi? Qu'est-ce qui est en train de pourrir? Bref. Petit rappel, si on vient aujourd'hui sur cette web-série, c'est parce que la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, s'est, comment dit-on, acoquiné, voilà, c'est ça, avec le GHRA, le groupement... Ah, mais il n'y a plus la playlist, c'est bien normal, ça. Le groupement... herpétologique Rhône-Alpes. Herpétologie, c'est l'étude des batraciens, des serpents, des crapauds, des gernouilles et des serpents, on va dire, et puis toutes les autres espèces qui gravitent autour. En gros, ça y est, j'ai déjà oublié la définition. Herpétologie. Partie de la zoologie qui traite des reptiles. Voilà. Et qui vient du grec herpéton, qui rampe, donc les reptiles, bien sûr. Voilà, GHRA du Rhône, non, ça doit pas être ça. Ah bah tiens, c'est rigolo. Pas le coup de pelle, mon Dieu au secours, mais non, mais pas ça. Pourquoi j'arrive jamais à retrouver leur playlist ? Là, je suis obligé à chaque fois de repasser par leur bordel. Oh! S'abonner à la web-série, voilà, Ah bah voilà, commençons là-dessus. Donc je disais, la LPO et le GHRA, donc la Ligue de protection des oiseaux et les gens qui sont fans des reptiles, qui ont décidé de faire une mini-série un peu parodique de grandes référence de culture populaire. Nous avions vu Gramelotte avec le GHRA, donc le gras c'est la vie, le Seigneur des Anours avec la communauté de la mare, les Gravengers avec l'ère de la migration, et aujourd'hui on est dans Herpin Black. Alors par contre c'est pas... vous n'aurez pas le son je pense, c'est ça? Si, vous aurez le son, mais il faut que je le monte. Montez le son monsieur, montez le son, parfait. Donc Herpin Black, on va voir ce que ça donne. Bon courage à tous. Allez! Sous-titres. On n'a pas les droits, au secours. Messieurs, dames, Monsieur. les alertes s'intensifient Et c'est toujours le même ou... et il faudra rester vigilant. Tout à fait. Nous œuvrons en complète autonomie au sein d'un groupe d'herpétologues. Les herpétos. Face aux situations à risque, nos agents font preuve de calme et de pédagogie. Tu connais la différence entre toi et moi? C'est que sur moi, c'est la classe. Vous êtes ici car vous êtes motivés et impliqués, mais aussi et surtout car vous souhaitez agir. Et les reptiles ont besoin de vous. Ils sont hystériques alors qu'ils savent même pas ce qu'on va faire. Pourquoi Raoult? Plus secret que la CIA, mais pas du tout. Au contraire, faut que ça se sache. Nous sommes les Herpin Black. La section SOS Serpent du HIB.
Notre mission, permettre la cohabitation pacifique avec les reptiles. Notre terrain d'action, entre la pelle et le serpent. Nous sommes leurs meilleurs, leurs derniers et leur seul rempart. Ah, je veux les voir en action, moi, avec des serpents, là, hein. Quand vous trouvez un serpent chez vous, c'est nous qu'il faut appeler. On vous rassure, on vous conseille et on vous apporte des solutions. On a une alerte secteur B12. Ok, je prends la main. Comment ça, elle prend la main? Allô? Oui, c'est la panique ici. Il va bouffer les chiens. Venez, vite! Rassurez-vous, personne ne se fera manger aujourd'hui. Ok. Vous avez eu le bon réflexe. L'appel. Pas l'appel. Vous L'appel, avez pas un l'appel, petit bien de sûr. nouvelles? Une photo peut-être? Bon, dans tous les cas, restez à distance pour ne pas L'effrayer. Hmm, Évitez ok. les gestes brusques. D'accord. Cloisonnez les portes. Ok. Et attendez-nous, on arrive. Nous avons formé de nombreux agents bénévoles. Il y en a forcément un près de chez vous. Ah, c'est le secteur de l'agenda et de la gentille. Je leur transfère les infos. Oh, l'agenda et la gentille. Ils disposent de toutes les autorisations, car les serpents sont des espèces protégées. Il ne faut pas l'oublier. Ouf. Oh, ils ont mis un chien. Vous êtes des héros. Vous allez pouvoir nous débarrasser. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai de la javel, du glyphosate, une pelle de raticide, j'ai même du lait s'il faut. Dites-moi. Non, 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 non. Oubliez tout ça. Le serpent est coincé dans la cuisine et peut pas sortir? Oui, il est bloqué. J'y Elle vais. peut pas sortir. Elle peut pas sortir. Nous gérons la situation maintenant, calmez-vous. Je vais vous demander de bien m'écouter en fixant cet objet attentivement au niveau du voyant rouge. Qu'est-ce que vous allez me faire? Ne vous inquiétez pas, c'est un effaceur d'idées reçues. J'ai de la javel, du glyphosate, une pelle de raticide, j'ai même du lait s'il faut. Une pelle de raticide. Bon, bah c'est rien. C'était juste une petite couleur verte et jaune apeurée. C'est tout bon pour nous. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe au HIB, section SOS Serpent. Ok. Ah, Jurassic GRA. La prochaine fois. Monsieur, Attendez. Pardon, je pensais pas qu'il parlerait. monsieur, vous allez regarder attentivement ce point rouge. Et quel rapport dans le contexte? Alors attendez, parce qu'il y avait un détail qui voilà, hein, vous l'avez vu, le détail, Section. bien sûr. Le gras c'est la vie. Est-ce que SOS. c'est même pas une incrustation, ils ont fait faire une plaque. HIB, section SOS Serpent. On dirait pas une incrustation. Hein. Ils ont vraiment fait faire une C'est plaque pour comme leur ça voiture. que ça se passe au HIB. Comment ça, à 69-21 Au secours. On ne sait pas où ils sont. Bref, voilà, on a fait le tour. Quelle heure est-il?